Quand la Porsche 911 Turbo S à 250 000 euros s'arrêta devant l'atelier poussiéreux d'Henri Dubois en banlieue de Lyon, tout le monde pensa que le conducteur s'était trompé d'adresse. Mais quand l'homme en costume Armani à 6 000 euros sortit de sa voiture et regarda avec mépris le mécanicien aux mains tachées d'huile qui s'approchait, personne ne pouvait imaginer ce qui allait se passer dans les 10 minutes suivantes. Henri, simple mécanicien de 58 ans, diagnostiqua le problème en moins d'1 minute et dit qu'il le réparerait en 10 minutes. Le millionnaire Sébastien Moreau éclata de rire au visage de cet homme en bleu de travail, disant que les meilleurs ingénieurs de Porsche n'avaient pas trouvé la panne en 3 semaines. Mais quand Henri ouvrit le capot et montra exactement où était le problème, quand il prononça des mots que très peu de personnes au monde pouvaient connaître, le sourire du millionnaire s'effaça instantanément. Car ce mécanicien de banlieue connaissait cette voiture mieux que quiconque. Il l'avait conçue. N'oubliez pas d'écrire dans les commentaires de quel pays vous nous regardez. L'automne était arrivé dans la banlieue lyonnaise avec ses brouillards persistants et ses ciels gris qui ne semblaient jamais vouloir se lever. À la périphérie de la ville, dans une zone industrielle oubliée entre des entrepôts abandonnés et des terrains en friche, se trouvait un garage automobile qui semblait figé dans le temps. L'enseigne rouillée annonçait « Garage Dubois, réparation automobile » avec des lettres qui avaient dû être rouges autrefois, mais qui avaient maintenant déteint en un rose à peine lisible. Henri Dubois avait 58 ans, des mains calleuses et perpétuellement tachées d'huile, et un visage buriné par les rides profondes qui racontaient une longue vie de labeur et de rêves brisés qu'il avait depuis longtemps abandonnés. Chaque matin à 7 heures, il ouvrait la porte de l'atelier que son père avait fondé 40 ans plus tôt, allumait le radiateur à mazout qui réchauffait à peine ce vaste espace froid, et se mettait au travail sur les voitures des quelques clients qui lui faisaient encore confiance. L'atelier n'avait jamais été une affaire particulièrement florissante. Il avait juste permis à la famille de vivre modestement, mais ces dernières années, les choses s'étaient considérablement dégradées. Les grandes concessions automobiles, avec leurs ateliers autorisés modernes et leurs salles d'attente rutilantes, avaient conquis le marché, et les petits artisans traditionnels comme Henri avaient été progressivement marginalisés, contraints de se contenter des miettes. Vieille Peugeot 206 avec des problèmes chroniques, Renault Clio des années 90 que personne d'autre ne voulait plus toucher. Travaux de carrosserie occasionnels pour ceux qui ne pouvaient même pas se permettre les prix des ateliers de marque. Ce que personne ne savait, ce qu'Henri n'avait jamais dit à personne dans ce quartier et qu'il préférait oublier pour toujours, c'est que sa vie n'avait pas toujours été ainsi. Il y avait eu une époque, 20 ans auparavant, où Henri Dubois était l'un des ingénieurs les plus brillants de l'industrie automobile française. Il avait travaillé pour Renault à Boulogne-Billancourt, au cœur battant de l'excellence automobile française, et avait contribué à concevoir certains des moteurs les plus exceptionnels qui soient jamais sortis de cette usine légendaire. C'était lui qui avait résolu le problème de surchauffe qui affligeait les premiers prototypes de la Clio RS. C'était lui qui avait conçu le système d'injection qui avait fait de ce moteur turbo l'un des plus fiables et performants de sa catégorie. C'était lui qui avait passé des nuits entières sur les plans techniques, testant personnellement chaque composant jusqu'à la perfection. Mais alors quelque chose s'était passé qui avait tout changé. Un nouveau directeur était arrivé dans l'entreprise, un homme au CV brillant et aux ambitions encore plus brillantes, plus intéressé par la politique d'entreprise et l'avancement de carrière que par l'excellence technique. Henri, avec sa franchise typiquement française, sa simplicité et son incapacité totale à se plier au jeu politique, était rapidement devenu un problème gênant. Quand il avait osé critiquer publiquement une décision qu'il jugeait techniquement incorrecte, son sort était scellé. On ne l'avait pas licencié ouvertement. Cela aurait été trop scandaleux vu ses contributions. On l'avait simplement marginalisé, en lui assignant des tâches de plus en plus insignifiantes et en l'excluant des réunions importantes. À la fin, Henri avait compris qu'il n'y avait plus de place pour lui dans cet environnement et avait remis sa démission, n'emportant que sa dignité et ses connaissances.
Il était retourné à Lyon, la ville de son enfance, avait repris le petit garage de son père qui était au bord de la faillite et avait recommencé à zéro. Il avait décidé d'oublier qui il avait été et de se concentrer sur qui il était devenu. Un simple mécanicien de banlieue qui réparait les voitures, des gens ordinaires. Ce matin gris et froid d'octobre avait commencé comme tous les autres matins des 20 dernières années, avec Henri qui travaillait sous le capot d'une vieille Peugeot 206 de 2003, essayant de comprendre pourquoi le moteur calait par temps froid. Le propriétaire, un retraité nommé Marcel aux mains tremblantes et au sourire bienveillant, qui vivait avec une pension de 900 € par mois, ne pouvait s'offrir ni une voiture neuve ni un atelier agréé coûteux. Henri était en train de localiser le problème quand un bruit inhabituel attira son attention. C'était le grondement unmistakable d'un moteur haute performance, un son profond et puissant qui détonnait complètement dans ce quartier d'entrepôt délabré. Il se redressa ça, s'essuya les mains sur un chiffon huileux et vit quelque chose qui le fit s'arrêter net. Une Porsche 911, Turbo S gris métallisé, roulait dans la cour de l'atelier, avançant lentement comme si le conducteur n'était pas sûr d'être au bon endroit. C'était le dernier modèle, celui avec le moteur biturbo de plus de 650 chevaux. Une voiture qui coûtait autant qu'Henri ne gagnait en 10 ans de travail. La voiture s'arrêta et du siège conducteur sortit un homme qui semblait tout droit, sorti de la couverture d'un magazine de mode. Il devait avoir environ 45 ans, avec des cheveux gris parfaitement coiffés et un costume bleu marine qui, même à distance, criait la haute couture française. À son poignet, il portait une montre qui valait probablement plus que tout l'atelier d'Henri. L'homme regarda autour de lui avec une expression de dégoût évident, observant les murs noircis par l'huile, les pièces de rechange empilées en désordre, le radiateur à mazout qui dégageait une faible chaleur. Son regard s'arrêta finalement sur Henri, et quelque chose dans son visage se tordit en une grimace à peine réprimée de supériorité. Henri s'approcha de son pas habituel, tranquille, sans hâte et sans déférence particulière. Il avait appris depuis longtemps que l'argent et la richesse ne rendaient pas les gens meilleurs ou pires. Cela les rendait simplement plus visibles dans ce qu'ils étaient vraiment. L'homme en costume se présenta comme Sébastien Moreau, entrepreneur dans l'immobilier de luxe, propriétaire d'une chaîne d'agences qui vendait des appartements de standing dans toute la France. Il expliqua que sa Porsche avait un problème que personne n'arrivait à résoudre. Le moteur perdait soudainement de la puissance, sans aucun avertissement, particulièrement lors d'accélérations brutales. Il avait emmené la voiture chez les concessionnaires Porsche officiels de Paris, de Marseille, même en Allemagne au siège de Stuttgart. Mais personne n'avait pu trouver la panne. Les ingénieurs avaient remplacé des capteurs, des calculateurs et des composants électroniques pour des milliers d'euros. Mais le problème persistait. Finalement, quelqu'un lui avait recommandé ce petit atelier de banlieue, où il y avait soi-disant un mécanicien qui en connaissait plus sur les moteurs que quiconque. Pendant que Sébastien parlait, son ton laissait clairement entendre qu'il considérait cette visite comme une perte de temps, une dernière tentative désespérée avant de se résigner à vendre la voiture. Il ne croyait pas vraiment que ce mécanicien aux mains sales puisse réussir là où les meilleurs ingénieurs d'Allemagne avaient échoué. Henri écoutait patiemment et silencieusement, hochant la tête poliment de temps en temps, sans montrer la moindre réaction visible aux pics subtils que Sébastien lançait sur la modestie de l'atelier et l'improbabilité qu'on puisse l'aider ici. Quand l'entrepreneur eut fini, Henri demanda simplement s'il pouvait jeter un coup d'œil au moteur. Henri s'approcha de la Porsche avec un respect profond qui n'avait absolument rien à voir avec sa valeur économique. C'était le respect d'un véritable artisan pour une œuvre d'art de l'ingénierie, car cette voiture, ce moteur qui ronronnait doucement sous le capot gris métallisé, était en partie sa création. Il ouvrit le capot avec des gestes mesurés et resta un long moment immobile, observant le moteur comme un médecin qui étudie son patient avant d'établir un diagnostic.
Ses yeux expérimentés parcouraient chaque centimètre de cette merveille mécanique, reconnaissant des composants qu'il avait lui-même contribué à concevoir plus de 15 ans auparavant. Sébastien s'était rapproché et observait la scène, bras croisés, avec une expression de scepticisme mal dissimulée. Il jetait des coups d'œil nerveux à sa montre toutes les quelques secondes, comme pour souligner combien son temps était précieux et combien cette visite était probablement une perte de temps. Henri ne lui prêtait aucune attention. Son esprit était entièrement absorbé par le moteur. Il demanda à Sébastien de démarrer la voiture et d'accélérer légèrement, puis de monter le moteur dans les tours. Il écouta le son les yeux fermés, la tête légèrement penchée, comme un chef d'orchestre cherchant une fausse note dans une symphonie. Après moins d'une minute, Henri rouvrit les yeux. Il savait exactement quel était le problème. C'était un défaut qu'il connaissait bien, car il l'avait lui-même signalé pendant la phase de conception plus de 15 ans auparavant. Il avait averti que dans certaines conditions de température et de pression, un joint spécifique du système de turbocompression pourrait défaillir prématurément, causant une perte de puissance intermittente que les capteurs modernes auraient du mal à détecter. À l'époque, on lui avait dit qu'il se trompait. Les tests ne montraient aucun problème. Henri avait insisté, présenté des calculs et des simulations, mais le nouveau directeur avait décidé qu'il ne valait pas la peine de retarder la production pour un problème théorique. Et maintenant, 15 ans plus tard, ce problème théorique se manifestait exactement comme Henri l'avait prédit. Il se tourna vers Sébastien et dit d'une voix calme qu'il connaissait le problème et pouvait le résoudre en 10 minutes. L'entrepreneur le regarda comme s'il venait de dire la chose la plus ridicule du monde. Son visage se tordit en un sourire méprisant et incrédule, tandis qu'il répondait que les meilleurs ingénieurs Porsche avaient travaillé sur cette voiture pendant 3 semaines sans rien trouver. Et maintenant, un mécanicien de banlieue prétendait tout résoudre en un quart d'heure. Henri ne se laissa pas déstabiliser. Avec la même sérénité qu'auparavant, il pointa un endroit précis du moteur et expliqua que le problème venait d'un joint dans le système de turbocompression qui défaillait sous contrainte thermique. C'était un défaut de conception qu'il avait lui-même signalé pendant le développement du moteur, mais qui avait été ignoré à l'époque. Sébastien resta un moment silencieux, le sourire encore aux lèvres, mais les yeux soudain plus attentifs. Il demanda comment un mécanicien de Lyon pouvait savoir ce qui s'était passé pendant la conception d'une Porsche en Allemagne. Et à ce moment-là, Henri dit quelque chose qui changea tout. Henri regarda l'entrepreneur droit dans les yeux et, pour la première fois depuis qu'il avait quitté Renault, prononça des mots qu'il avait gardés enfouis pendant des années. Il dit qu'il le savait parce qu'il avait conçu ce moteur. Le silence qui suivit était si dense qu'on aurait pu le couper au couteau. Sébastien se figea. Le sourire sur son visage s'éteignit comme une bougie soufflée par le vent. Ses yeux allèrent du mécanicien aux mains sales au moteur de sa voiture à 250 000 €, essayant de donner un sens à ce qu'il venait d'entendre. Henri continua, la voix ferme mais sans amertume. Il raconta brièvement son histoire, les années chez Renault sur des projets en collaboration avec Porsche, les contributions au projet de ce moteur, le conflit avec la nouvelle direction, la marginalisation et finalement la démission. Il n'entra pas dans les détails, ne chercha pas la pitié. Il rapporta les faits avec la même précision clinique avec laquelle il aurait décrit le fonctionnement d'un moteur. L'entrepreneur écoutait en silence, sa posture complètement transformée. Le scepticisme avait disparu, remplacé par quelque chose qui ressemblait à moitié à de l'incrédulité et à moitié à un respect naissant. Quand Henri eut terminé, Sébastien posa une question qui trahissait à quel point il était ébranlé. Il demanda pourquoi, s'il était vraiment l'ingénieur qu'il prétendait être, il réparait de vieilles Peugeot dans un atelier de banlieue au lieu de travailler pour une grande marque automobile. Henri sourit pour la première fois depuis le début de cette conversation. C'était un sourire las mais pas amer, le sourire d'un homme qui avait fait la paix avec ses décisions. Il répondit que la vie nous mène parfois dans des directions qu'on n'avait pas prévues et que les chemins les plus prestigieux ne sont pas toujours les bons pour nous.
Il dit qu'il avait trouvé dans cet atelier, avec ses mains tachées d'huile et ses clients qui payaient peu et en retard, une paix qu'il n'avait jamais connue dans les couloirs brillants de Renault. Puis, sans un mot de plus, il se mit au travail. Il sortit de sa boîte à outils un joint qui ressemblait à celui monté sur la voiture, mais qui était en réalité légèrement différent, conçu pour mieux résister aux contraintes thermiques. C'était une modification qu'il avait lui-même développée des années auparavant. Henri continuait de fabriquer ses joints dans son petit atelier personnel. Sébastien regardait en silence Henri démonter avec des gestes précis les composants nécessaires, remplacer le joint défectueux par sa version modifiée et tout remonter avec la même précision minutieuse. 10 minutes plus tard, exactement comme promis, le travail était terminé. Henri demanda à Sébastien de démarrer le moteur et d'accélérer. L'entrepreneur obéit et le son qui sortait du capot était complètement différent, plus plein, plus régulier, libéré des ratés qui l'avaient tourmenté pendant des mois. Sébastien coupa le moteur et resta un long moment dans l'habitacle, les mains encore sur le volant, le regard perdu dans le vide. Quand il sortit finalement de la voiture, son visage avait changé. L'arrogance avait disparu, remplacée par quelque chose qui ressemblait presque à de la honte. L'entrepreneur s'approcha d'Henri avec une expression que le mécanicien n'avait jamais vue sur le visage d'un homme riche. C'était une expression d'humilité sincère, quelque chose de si rare dans ce monde que cela semblait presque déplacé. Sébastien admit qu'il s'était comporté comme un imbécile. Il admit qu'il était venu dans cet atelier persuadé d'avoir affaire à un simple mécanicien ignorant et qu'il avait découvert un homme qui en savait plus que tous les experts qu'il avait consultés. Il s'excusa pour son comportement, pour les piques, pour le scepticisme affiché. Henri accepta les excuses d'un hochement de tête, sans en faire toute une histoire. Il n'était pas du genre à se délecter de victoires morales ou à enfoncer quelqu'un qui avait reconnu ses erreurs. L'entrepreneur sortit son portefeuille et demanda combien il devait pour la réparation. Henri réfléchit un moment, puis nomma un chiffre qui fit sursauter Sébastien. 50 € pour une réparation que les concessionnaires officiels n'avaient tant et pas réussi à faire en des semaines d'essai. Ce mécanicien demandait le prix d'une vidange. Sébastien secoua la tête et dit que c'était absurde, qu'il voulait payer plus, beaucoup plus. Il sortit plusieurs billets de 100 €, mais Henri leva la main pour l'arrêter. Il dit que 50 € était le prix juste pour 10 minutes de travail et qu'il n'avait besoin de l'aumône de personne. L'entrepreneur resta silencieux un moment, puis fit quelque chose d'inattendu. Au lieu d'insister sur l'argent, il demanda à Henri s'il pouvait s'asseoir et discuter. Il dit qu'il avait une proposition à faire qui dépassait largement le prix d'une réparation. Les deux hommes s'assirent sur deux vieilles chaises métalliques dans un coin de l'atelier, près du radiateur à mazout qui diffusait sa chaleur insuffisante. Sébastien expliqua qu'en plus de l'immobilier, il possédait des participations dans des entreprises technologiques, notamment une start-up qui développait des composants innovants pour voitures électriques. La start-up avait besoin de quelqu'un avec une connaissance approfondie des moteurs, quelqu'un qui comprenait non seulement la technique, mais aussi l'âme des machines. Quelqu'un exactement comme Henri. L'entrepreneur proposait un poste de consultant avec une rémunération qui permettrait à Henri de vivre confortablement pour le reste de sa vie. Henri écouta la proposition en silence, le visage impénétrable. Quand Sébastien eut fini, le mécanicien resta longtemps silencieux, contemplant ses mains calleuses et tachées d'huile comme si elles contenaient la réponse. Puis, d'une voix calme, il refusa. Il remercia Sébastien pour l'offre, dit qu'il se sentait flatté et qu'il comprenait la valeur de ce qui lui était proposé. Mais il expliqua qu'il avait trouvé sa place dans le monde, et cette place était cet atelier poussiéreux, avec son radiateur à mazout et ses clients qui payaient peu et en retard. Sébastien n'arrivait pas à comprendre. Il demanda pourquoi. Pourquoi refuser une telle opportunité pour continuer un travail qui ne lui permettait manifestement pas de vivre dignement? Henri sourit à nouveau de son sourire las mais serein. Il expliqua que chez Renault, il avait été entouré de gens brillants et de technologies de pointe, mais qu'il n'avait jamais été vraiment heureux.
Il y avait toujours eu quelqu'un pour lui dire quoi faire, toujours une politique d'entreprise à suivre, toujours un compromis à accepter. Dans cet atelier, en revanche, il était libre. Et surtout, expliqua-t-il en montrant la vieille Peugeot qu'il réparait avant l'arrivée de Sébastien, il pouvait faire dans cet atelier quelque chose qu'il n'avait jamais pu faire chez Renault, aider des gens qui avaient vraiment besoin d'aide. Marcel, le propriétaire de cette 206, vivait avec 900 € par mois. Il ne pouvait pas s'offrir une voiture neuve ni des ateliers agréés. Sans cette vieille machine, il ne pouvait pas faire ses courses, aller chez le médecin, rendre visite à ses petits-enfants. Pour Marcel, cette réparation valait plus que n'importe quel Porsche. Sébastien resta longtemps silencieux après les paroles d'Henri. Quelque chose dans son regard avait profondément changé, comme si les mots du mécanicien avaient ouvert une porte vers un endroit dont l'entrepreneur avait oublié l'existence. Finalement, Sébastien se leva et serra la main d'Henri, avec une force qui trahissait des émotions qu'il n'arrivait pas à mettre en mots. Il dit simplement qu'il comprenait et respectait sa décision. Puis, il monta dans sa Porsche et repartit, laissant les 50 € convenus sur l'établi. Henri retourna à son travail sur la 206 de Marcel, pensant que c'était la fin de l'histoire. Il ne savait pas à quel point qu'il se trompait. Une semaine plus tard, un camion s'arrêta devant l'atelier. 2 hommes en descendirent et commencèrent à décharger du matériel flambant neuf. Un pont-élévateur électrique pour remplacer l'ancien rouillé. Un système de diagnostic informatisé de dernière génération. Des outils professionnels de qualité qu'Henri n'aurait jamais pu s'offrir. Avec l'équipement, il y avait une lettre. Sébastien écrivait qu'il avait longuement réfléchi à leur conversation. Il écrivait qu'Henri lui avait appris ce jour-là quelque chose d'important, que la valeur d'un homme ne se mesure pas au prestige de son travail ou au montant de son salaire, mais à la différence qu'il fait dans la vie des autres. Il écrivait qu'il ne pouvait pas forcer Henri à accepter un travail qu'il ne voulait pas, mais qu'il pouvait au moins s'assurer qu'il continue le travail qu'il aimait avec les bons outils. L'entrepreneur avait aussi pris des arrangements avec plusieurs fournisseurs de pièces détachés de la région. Désormais, le garage du bois recevrait les pièces au prix coûtant, ce qui permettait à Henri d'aider encore plus de gens comme Marcel sans y perdre de l'argent. Mais la plus grande surprise arrivait à la dernière page de la lettre. Sébastien avait fait des recherches et découvert qu'Henri Dubois était encore dans les cercles Renault considéré comme l'un des meilleurs ingénieurs que l'entreprise ait jamais eu. Il avait parlé avec d'anciens collègues d'Henri, des gens qui n'avaient jamais oublié sa contribution et s'étaient toujours demandé ce qu'il était devenu. La nouvelle direction, très différente de celle qui avait poussé Henri au départ, avait manifesté son intérêt à le rencontrer. Pas pour lui offrir un emploi, il respectait son choix, mais pour reconnaître officiellement sa contribution à l'histoire de Renault. Il voulait l'inviter à Boulogne-Billancourt pour une cérémonie en son honneur. Henri lut la lettre assis sur la vieille chaise métallique près du radiateur à mazout. Des larmes coulèrent sur son visage buriné par la vie. Il ne pleurait pas à cause de la reconnaissance ni à cause du nouvel équipement ou des pièces au prix coûtant. Il pleurait parce que pour la première fois, depuis qu'il avait quitté Renault, quelqu'un avait vu non seulement le mécanicien aux mains sales, mais l'homme derrière. 3 mois plus tard, Henri Dubois se tenait sur la scène du centre technique Renault à Boulogne-Billancourt, devant des centaines d'ingénieurs et de dirigeants qui l'applaudissaient. Il portait son jean habituel et une chemise propre, refusant de porter un costume qui ne lui appartenait pas. À ses côtés se tenait Sébastien Moreau, qui était devenu un véritable ami. Henri ne fit pas de longs discours. Il dit simplement que la chose la plus importante qu'il avait apprise dans sa vie était que la vraie valeur d'un homme ne réside pas dans ce qu'il possède ou le titre qu'il porte, mais dans la façon dont il traite les gens qui ne peuvent rien faire pour lui. 1 an plus tard, le garage du bois était devenu un point de référence pour toute la région. Le bouche à oreille s'était répandu et de plus en plus de gens amenaient leurs voitures aux mécaniciens qui avaient conçu des Porsche mais préféraient réparer des Peugeot. Henri avait embauché 2 jeunes apprentis auxquels il enseignait non seulement le métier, mais aussi la philosophie qui le guidait. Chaque voiture mérite le respect.
Chaque client mérite la dignité, peu importe ce qu'il peut payer. Et Henri, avec ses mains toujours tachées d'huile et son sourire las mais serein, continuait à faire ce qu'il avait toujours fait, réparer les machines et parfois aussi les gens qui les conduisaient. Une vis après l'autre, un moteur après l'autre, une vie après l'autre. Un matin de printemps, pendant qu'Henri formait ses apprentis sur le nouveau système de diagnostic, une famille arriva dans une vieille Citroën C3 fumante. L'homme expliqua qu'ils partaient en vacances avec leurs 3 enfants, que c'était leurs premières vraies vacances depuis des années et que la voiture avait commencé à surchauffer sur l'autoroute. Henri examina rapidement le problème. Joint de culasse défaillant. Réparation coûteuse, plusieurs heures de travail. « Combien ça va coûter ?» demanda l'homme, inquiet, calculant mentalement s'il leur resterait assez pour les vacances. Henri regarda les 3 enfants qui attendaient dans la voiture, leurs visages collés aux vitres, excités par l'aventure qui les attendait. « Ça dépend, dit-il. Vous allez où? »« En Bretagne, au bord de mer. Les enfants n'ont jamais vu l'océan. » Henri sourit. « Dans ce cas, ça ne coûte rien. Mais vous me promettez de prendre une photo de vos enfants quand ils verront la mer pour la première fois? » L'homme ne comprit pas. Comment ça, rien? Parfois, les meilleures réparations sont celles qu'on fait pour que les rêves deviennent réalité. Sébastien, qui était passé pour sa visite mensuelle, assistait à la scène depuis l'entrée de l'atelier. Il s'approcha d'Henri quand la famille repartit et la famille fut repartie, rayonnante de gratitude. « Tu sais que tu vas faire faillite si tu continues comme ça ?» dit-il avec affection. « Non, » répondit Henri en essuyant ses mains. « Je vais juste devenir plus riche, pas en argent, mais en quelque chose de plus important. » Sébastien avait changé aussi. Son entreprise immobilière s'était réorientée vers le logement social abordable. Il avait découvert que construire des maisons pour des familles qui en avaient besoin lui apportait plus de satisfaction que vendre des penthouses à des millionnaires. « Tu m'as appris quelque chose d'essentiel ce jour-là, » dit Sébastien, « que le succès ne se mesure pas à ce qu'on accumule, mais à ce qu'on donne. »« Non, » corrigea Henri, « tu le savais déjà. Tu avais juste oublié. » Ce soir-là, Henri ferma l'atelier plus tard que d'habitude. Il avait terminé la réparation d'urgence d'une ambulance pour l'hôpital local, refusant une fois de plus tout paiement. Ses apprentis étaient partis, Sébastien aussi. L'atelier était silencieux, baigné par la lumière dorée du coucher de soleil qui filtrait par les fenêtres crasseuses. Henri s'assit sur sa vieille chaise métallique et regarda autour de lui. L'équipement moderne offert par Sébastien côtoyait les vieux outils de son père. Sur l'établi, des photos que lui envoyaient ses clients. Marcel avec ses petits-enfants lors d'une sortie rendue possible par sa 206 réparée. La famille de ce matin avec leurs enfants sur une plage bretonne. Des dizaines d'autres témoignages silencieux de vie touchés par un simple geste de générosité. Son téléphone vibra. Un message de Renault. La nouvelle direction l'invitait à donner une conférence aux jeunes ingénieurs sur l'éthique et la responsabilité sociale dans l'automobile. Henri sourit et tapa sa réponse. « Je viendrai, mais à une condition. La conférence aura lieu dans mon atelier. Les vraies leçons ne s'apprennent pas dans les amphithéâtres. » Dehors, Lyon s'illuminait peu à peu. Des milliers de gens rentraient chez eux dans leur voiture. La plupart ne sachant jamais qui était l'homme qui avait peut-être contribué à concevoir leur moteur, qui était maintenant un humble mécanicien dans un atelier de banlieue. Henri Dubois avait trouvé sa place dans le monde. Pas celle que la société lui disait de vouloir, mais celle qui correspondait à son cœur. Il était un ingénieur devenu mécanicien, un homme qui avait choisi l'humanité plutôt que le prestige, la générosité plutôt que la gloire. Et dans ce petit atelier où l'odeur d'huile se mélangeait au rire des apprentis et aux remerciements des clients, il avait construit quelque chose de plus durable que n'importe quel moteur. Il avait construit un héritage d'espoir. 2 ans après sa reconnaissance officielle chez Renault, Henri reçut une visite qui allait boucler la boucle de son histoire.
C'était un mardi matin pluvieux quand une jeune femme d'une trentaine d'années entra dans l'atelier, tenant par la main une petite fille de 6 ans aux yeux brillants de curiosité. « Monsieur Dubois, dit-elle avec hésitation. Je suis Sophie Moreau, la fille de Sébastien. » Henri leva les yeux de la Renault Twingo qu'il était en train de réviser et sourit. Il se souvenait que Sébastien avait mentionné sa fille, ingénieure en développement durable, qui travaillait sur des projets environnementaux. « Que puis-je faire pour vous? » Sophie semblait nerveuse. « Papa m'a beaucoup parlé de vous, de ce que vous lui aviez appris, et j'ai une proposition. » Elle expliqua qu'elle dirigeait maintenant qu'une fondation créée par son père, dédiée à l'insertion professionnelle des jeunes en difficulté. Il voulait créer une école de mécanique automobile qui formerait gratuitement des jeunes sans qualification. Nous voudrions que vous en soyez le directeur pédagogique, pas pour changer votre vie, mais pour transmettre votre philosophie à une nouvelle génération. Henri regarda la petite fille qui s'était approchée d'un moteur démonté et l'observait avec fascination. « Comment tu t'appelles? » demanda-t-il. « Emma. Et vous, vous réparez vraiment les voitures? » « Oui, mais pas seulement. Parfois, je répare aussi les rêves des gens. » Emma fronça les sourcils, réfléchissant. « Comment on répare un rêve? » Henri s'agenouilla à sa hauteur. « Tu vois cette voiture? » Il montra une vieille 206. Elle appartient à un monsieur qui ne peut pas acheter une voiture neuve. Sans elle, il ne peut pas aller travailler. Son rêve, c'est de garder son travail pour nourrir sa famille. Alors quand je répare sa voiture, je répare son rêve. Emma hocha la tête gravement, comme si c'était parfaitement logique. Sophie sourit, émue. « Papa avait raison. Vous êtes exactement ce dont nous avons besoin. » Henri accepta la proposition, mais à ses conditions. L'école serait installée dans un bâtiment adjacent à son atelier. Les élèves apprendraient sur de vraies voitures, de vrais clients. Et chaque réparation gratuite pour quelqu'un dans le besoin ferait partie du cursus. « Les compétences techniques s'apprennent, dit-il. L'humanité, ça se transmet. » 6 mois plus tard, l'école Henri Dubois ouvrait ses portes. 20 jeunes de 16 à 25 ans, tous issus de milieux défavorisés, commencèrent leur formation. Henri avait établi une règle simple. Ici, on apprend à réparer plus que des moteurs. On apprend à réparer des vies. Le premier projet de classe fut la restauration complète de l'ancienne ambulance de l'hôpital, qui devait être mise au rebut. Les élèves passèrent 3 mois à la remettre en état, puis la donnèrent à une association caritative qui l'utilisa pour transporter gratuitement des personnes âgées. « Vous voyez, » dit Henri lors de la cérémonie de remise, « vous n'avez pas seulement appris la mécanique, vous avez appris que vos mains peuvent changer des vies. » Parmi les élèves se trouvait Karim, 19 ans, qui avait quitté l'école à 14 ans et avait passé des années dans la rue. Le premier jour, il avait dit à Henri, « Je ne sais rien faire de mes mains à part me battre. » 6 mois plus tard, ces mêmes mains réparaient le cœur électronique d'une voiture hybride avec une précision chirurgicale. « Monsieur Henri, dit-il un jour, « avant, j'avais honte de mes mains. Maintenant, j'en suis fier. » Henri posa sa main sur l'épaule du jeune homme. « Tes mains n'ont pas changé, Karim. C'est toi qui as changé. » L'école devint rapidement une référence. Des élèves venaient de toute la France, attirés par cette approche unique qui mêlait excellence technique et responsabilité sociale. Henri continuait de travailler dans son atelier, mais maintenant entouré d'une trentaine de jeunes qui apprenaient non seulement à réparer des voitures, mais à construire un avenir. Un jour, Emma, la fille Tessou de Sophie, maintenant âgée de 8 ans, vint avec sa mère pour une visite. Elle était devenue une habituée de l'atelier. « Monsieur Henri, dit-elle, quand je serai grande, je veux faire comme vous. » « Être mécanicienne? Non, réparer les rêves. » Henri sourit et regarda autour de lui. Dans un coin, Karim expliquait patiemment le fonctionnement d'un moteur à un nouveau.
Sur un pont, une jeune fille de 20 ans remplaçait embrayage sur la voiture d'une famille nombreuse qui n'avait pas les moyens de payer un garage. À l'établi, 2 apprentis fabriquaient les fameux joints améliorés qu'Henri avait développés, perpétuant l'innovation jusque dans ce modeste atelier. « Tu sais quoi, Emma ?» dit Henri. « Je crois que tu as déjà commencé. » Ce soir-là, Henri ferma l'atelier en retard comme d'habitude. Mais cette fois, il n'était pas seul. Sébastien l'attendait, appuyé contre sa Porsche qui ronronnait parfaitement depuis des années. « Tu as 1 minute ?» demanda son ami. Ils marchèrent ensemble vers la colline qui surplombait Lyon. La ville s'étendait devant eux, scintillante de 1000 lumières. « Tu sais, » dit Sébastien, « quand je suis arrivé dans ton atelier il y a 3 ans, je pensais que tu étais un raté, un génie gâché. » Henri rit. « Et maintenant? »« Maintenant, je comprends. Tu n'étais pas un génie gâché, tu étais un génie en cours de réalisation. Il t'a juste fallu du temps pour comprendre que ta vraie mission n'était pas de construire des moteurs, mais de construire des hommes. » Henri regarda la ville en contrebas. Quelque part là-dedans, Marcel conduisait toujours sa 206. Karim rentrait chez lui dans la voiture qu'il avait réparée lui-même. Des dizaines de familles roulaient dans des véhicules remis en état par l'école. « Tu sais ce qui me rend le plus fier ?» dit Henri. « Quoi? » « Demain matin, quand j'ouvrirai l'atelier, il y aura 20 jeunes prêts à apprendre. Pas seulement la mécanique, mais la générosité. Et quand ils partiront, ils emporteront cette leçon avec eux. Et ils la transmettront à leur tour. Exactement. C'est ça le vrai moteur. Pas celui qu'on construit avec du métal, mais celui qu'on construit avec du cœur. » Ils redescendirent en silence vers l'atelier. Henri ferma la porte, mais pas complètement. Il la laissa entr'ouverte, comme toujours. « Pourquoi tu ne fermes jamais à clé ?» demanda Sébastien. Henri sourit. « Parce qu'on ne sait jamais qui pourrait avoir besoin d'aide en pleine nuit. » Et sur la porte, une pancarte rédigée de la main d'Emma disait simplement « Ici, on répare plus que des voitures, on répare des vies. » Henri Dubois avait trouvé sa place dans le monde. Non pas celle qu'il avait cherchée, mais celle qu'il avait trouvée. Et dans ce petit atelier de banlieue, il avait construit un héritage qui durerait bien plus longtemps que n'importe quel moteur. Car il avait compris la plus belle des vérités. Les meilleures réparations sont celles qu'on fait sur les âmes. Avant que vous quittiez cette vidéo, laissez-moi vous dire quelque chose. Cette histoire nous rappelle que la vraie valeur d'un homme ne se mesure pas au travail qu'il fait ou à l'argent qu'il gagne, mais au cœur qu'il met dans ce qu'il fait et aux gens qu'il peut aider. Si cette histoire vous a touché et vous a rappelé que les plus grandes richesses sont celles qu'on partage, appuyez sur le bouton s'abonner et activez la cloche de notification. Et laissez un commentaire pour me dire « Qui dans votre vie vous a appris que la vraie grandeur se trouve dans l'humilité? De quel pays nous regardez-vous? Lyon, Montréal, Alger, Dakar. Montrons que ces histoires de générosité et de dignité du travail touchent les cœurs partout dans le monde.